Et j'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais, on va rajouter des sons de gratin. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Parle avec les représentants de l'État. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. Je compte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, paf! Je lui explose la tête comme une pastèque. Il dit 5, 4, 3, 0 et après, paf, pastèque. Je sais, c'est un peu décousu, moi je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis? Les Japonais? Les Japonais, c'est ça. Autant pour moi. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir. Is it okay with you? Remarqué pour le court-métrage L'Enlèvement de John Malkovich, présenté entre autres à Cholet au festival Hot Milk en septembre dernier, mais aussi le second festival dont je suis partenaire, le festival des Petits Beurs, festival du court-métrage au Croisic, il adapte aujourd'hui le roman primé d'Elisa Chua du Sapin, Hiver à Sokcho. L'Instant Pur Cinéma est heureux et honoré de recevoir pour la seconde fois Koya Kamura. Hello, bienvenue dans la 28e entrevue du podcast, la 4e de cette saison 3. Comment ça va ? Bah écoute, ça va très très bien. Merci encore une fois de me recevoir, c'est un vrai plaisir. Eh bien, écoute, c'est un plaisir partagé. Merci de revenir, merci de reprendre de ton temps pour m'accorder une nouvelle fois une interview. C'est super sympa de ta part. Avec plaisir. Avant qu'on attaque réellement le podcast, sache que j'ai une petite surprise pour toi. À la fin du podcast, tu découvriras un message de quelqu'un que tu connais qui a souhaité te laisser un message. Ah, trop bien. C'est la petite surprise du jour. Je suis curieux du coup là. Et pour l'heure, on attaque avec la partie 1, c'est l'heure de l'instant rencontre. Il est bizarre, ce sol. Il est pas palpable. C'est par où? Bonjour. Alors on va biaiser un petit peu cette catégorie puisque tu as déjà participé au podcast et donc on connaît ton parcours, et si ce n'est pas le cas, on invite bien sûr tout le monde à aller écouter le podcast qui a été fait donc sur l'enlèvement de John Malkovich pour le festival Hot Milk pour découvrir ton parcours. Tu adaptes Un hiver à Sokcho. Comment tu entends parler du livre ? Alors le livre est arrivé pas du tout par hasard. Mais surtout un très bon timing. En fait, c'est mon producteur, Fabrice Prelcléache, qui avait produit mon court-métrage Homesick, qui m'a parlé de ce roman pendant que je travaillais moi sur un autre film, sur un autre scénario de long-métrage, un film qui s'appelle Évaporé. Et le scénario et le livre de Elisa Chua du Sapin arrive à ce moment-là. Et je le lis un peu par politesse, parce que je voulais me concentrer sur mon autre film, mais je voulais pas dire non tout de suite. Donc je lis par politesse, et à la lecture, en fait, j'ai été assez bouleversé par cette histoire, bouleversé par ce personnage. Et surtout, je lisais le livre, mais je voyais le film déjà en tête dès la lecture. J'avais les plans, j'avais le rythme, j'avais les silences. Pour toutes ces raisons, ce qui était au départ une lecture de politesse, finalement, s'est transformé en une première lecture de travail avec l'envie de l'adapter ensuite. Et c'est pas très radiophonique, mais je vois derrière toi le nombre de livres, j'imagine, que tu adores lire. Alors, bizarrement, j'ai beaucoup de livres, mais je lis pas tant que ça. En fait, j'ai des périodes où j'essaye de lire le plus possible, mais si je suis totalement honnête, j'ai beaucoup de périodes où je ne lis presque pas du tout. Et je dirais que les étés sont les moments où ça s'y prête le plus, on a un peu plus de temps à ce moment-là. Vraiment 100% honnête, je lis pas tant que ça. Et c'est quelque chose que je regrette et que j'aimerais changer. Depuis quand est-ce que le projet est en route pour toi ? Ça fait combien d'années que tu prépares ce film ? J'ai commencé à coécrire le scénario avec Stéphane Lee Kwong, c'était fin 2020. J'avais lu le livre pendant le confinement, donc en mars 2020, le temps que des discussions, négociation des droits du roman, préparation des contrats, etc. On a commencé à écrire à la fin d'année, je pense. Écriture fin 2020, toute l'écriture courante 2021. Ça, on a pris, je pense, une petite année. Ensuite, on a commencé les recherches de financement en 2022. C'est allé assez vite, parce qu'en un an, on avait quasiment tout bouclé. Et on a tourné en
tout début d'année 2023. Donc au final, c'est un projet qui est allé assez vite, hein, entre écriture 1 an, financement 1 an, tournage puis post-prod 1 an et sortie début 2025. Ouais, complètement. Et est-ce que Elisa, justement, a eu un droit de regard ou est-ce qu'elle était vraiment impliquée dans le scénario? Est-ce que c'était une grosse volonté de sa part ou plutôt de votre part de l'impliquer vraiment dans le développement du film? Pour moi, c'était la deuxième raison qui m'a poussé à adapter ce roman, c'est que j'ai pu parler à Elisa très rapidement. C'était pendant le confinement, donc on a fait un Zoom ensemble. Et pareil, j'étais assez frappé par les similarités de nos parcours. On avait des questionnements sur notre identité, sur nos vies, sur la manière dont on avait grandi en tant que métis. Elle est métissée franco-coréenne, je suis métissé franco-japonais. Et vraiment, on était passé par des interrogations vraiment identiques tout au long de notre vie. Et donc, du coup, pour moi, ça a été un espèce de nouveau coup de foudre artistique, cette rencontre. Et c'était dès ce premier call, je lui ai posé la question de savoir si elle voulait participer à l'écriture du film. Et elle m'a tout de suite dit qu'elle ne voulait pas parce que ce roman avait déjà été adapté au théâtre 2 fois. Et je crois que ça avait été un petit peu douloureux pour elle de voir son bébé, son œuvre, transformée forcément. Et voilà, elle voulait pas forcément revivre ça. Et l'autre chose, c'est que elle avait écrit le roman, je pense, 10 à 12 ans plus tôt. Et pour elle, elle me disait que l'histoire était vraiment derrière elle et qu'elle avait besoin et envie de passer à autre chose et de donner complètement la main. Et donc on s'est juste mis d'accord sur les thématiques profondes que moi j'avais ressenties dans le roman et que je voulais mettre à l'image pour s'assurer qu'on voulait parler des mêmes choses, ce qui était le cas. Et ensuite, elle m'a laissé carte blanche complètement. Génial, c'est trop bien d'avoir justement d'avoir pu avoir cette relation avec elle et d'avoir pu écrire le film dans les meilleurs auspices, quoi. Non, c'était super, surtout que c'est une relation qu'on entretient, c'est-à-dire qu'on a continué à garder contact derrière. Elle a lu la version définitive du scénario avant tournage, donc moi j'étais un petit peu évidemment tendu à ce moment-là. On n'a pas envie de décevoir, on est partagé entre l'envie de respecter l'œuvre originale mais en même temps de se l'approprier au maximum. Et donc du coup, au moment où je lui fais lire, voilà, j'espère qu'elle va se retrouver dedans. Ça lui a plu, ouais, en tout cas c'est ce qu'elle m'a dit, très poli. mais je pense que ça lui a plu parce qu'elle est même passée sur le tournage quelques semaines, enfin voilà. Et puis ensuite elle a découvert le film fini une fois que le film était complètement terminé. Et je sais que ça l'a profondément bouleversée. Elle m'en a parlé, elle a eu des mots très bienveillants, très doux, très justes et très touchants sur le regard que j'avais posé sur son œuvre et ce que j'en avais fait ensuite. Donc non, c'était vraiment formidable la collaboration avec Elisa. Trop bien. Et le tournage, comment ça se passe justement? Tu accueilles sur ton tournage donc Roche Dizem, Bel-Hakim pour un premier rôle au cinéma. Comment ça s'est déroulé? Ça s'est très bien passé. Roche Dizem, c'était un acteur de référence au moment de l'écriture du film. Moi, je l'avais vu dans Roubaix une lumière qui m'avait vraiment profondément marqué. J'avais trouvé plein de caractéristiques de son personnage qui étaient proches du personnage de Yann Kéran dans le film. Et donc pour moi, dès l'écriture, avec Stéphane Licong, mon co-auteur, on l'avait en tête et on développait le personnage autour de ça aussi. Mais sans jamais se dire que j'allais pouvoir travailler avec lui. Ça me semblait assez inaccessible. Et au final, mon producteur, Fabrice, lui a quand même envoyé le scénario par l'intermédiaire de son agent. Elle a aimé le scénario, il a lu, il a aimé le scénario aussi. On s'est rencontrés. Et très rapidement, vraiment, il nous a donné une réponse positive. Donc pour moi, c'était fou. Et tout d'un coup, il y a une espèce de poids qui se pose sur ce projet, qui change complètement de catégorie grâce à ce comédien. Et donc c'était formidable. Et comme tu dis, effectivement, en face, il y a Bel-Hakim, qui elle, pour le coup, était amatrice complète. Elle n'avait jamais mis les pieds sur un plateau. Alors elle était mannequin, donc elle avait quand même l'habitude sur l'image, mais ça n'a rien à voir, évidemment. Mais j'ai senti, dès le premier casting, dès le premier essai, qu'elle avait profondément compris le personnage. Elle avait des questions qui étaient parfaitement pertinentes et qui vraiment me laissaient sous-entendre qu'elle avait parfaitement compris les enjeux du personnage, ses interrogations, ses doutes, ce qu'elle allait jouer dans sa vie. Et même si je savais qu'il allait y avoir encore beaucoup de travail sur la partie acting à proprement parler, technique, je savais que le fond était là. Et donc ensuite, elle a travaillé avec des coachs pendant quelques mois avant le tournage et puis pour le tournage. Et vraiment, elle a fourni un travail colossal
colossal. Et je suis ravi de ce qu'elle nous a proposé. Vraiment, elle a vraiment enrichi le film. Alors, quand bien même qu'elle était amatrice. Un film qui, pour un cinéaste que tu défends vraiment jusqu'à sa sortie, on a pu te voir sur de nombreux plateaux télé, dans quelques festivals. Et comment tu accueilles justement toute cette promo et surtout comment tu te sens maintenant que tout ça est derrière toi et que la promo est bel et bien terminée. La promo, c'était vraiment particulier parce que déjà, c'est la première fois qu'on peut se confronter au regard d'un spectateur. C'est-à-dire que les journalistes qui ont vu le film ont un regard sur le film. Et tout d'un coup, on peut se confronter à ce regard, à la vision, à la compréhension qu'ils en ont eu. Et donc ça, c'est déjà... Alors c'est inquiétant, forcément, il y a une espèce d'anxiété, à savoir est-ce que le film a été compris, bien reçu, etc. Mais c'est surtout très grisant, quoi. On peut commencer à discuter de choix que moi j'ai fait 3 ans en amont, et voir comment ça a impacté ses premiers spectateurs. Donc c'était vraiment formidable. Après, c'est marrant, tout le monde m'avait un peu mis en garde, et Rochdy le premier, sur le fait que la promo pouvait être assez éprouvante. Moi, j'attendais ça avec impatience. Et c'est vrai que j'ai vraiment sous-estimé ce point-là. L'air de rien, on est tout le temps en déplacement, on essaie de trouver les mots justes pour parler du film. Et s'il y a quelque chose de très grisant, il y a aussi quelque chose de très fatigant. Voilà, ça se passe sur 3-4 mois, jusqu'au moment de la sortie du film, avec un pic sur les 2 semaines qui précèdent la sortie du film. Et voilà, donc c'est hyper exigeant, mais voilà, quel plaisir, quoi. Vraiment, quel plaisir. C'était ouais, c'est l'aboutissement de plein d'années de travail. Exactement, tout d'un coup, ça se concrétise. Et c'est marrant parce que tout ce moment où il y a la campagne d'affichage dans le métro, les machins, les affiches, etc., on reçoit plein de messages, j'ai reçu plein de messages de mes proches qui ont vu les affiches, qui m'envoient... Voilà. Et c'est marrant parce que le film a beau avoir existé pour moi depuis 4 ans, je travaille dessus depuis 4 ans, donc vraiment le film existe depuis 4 ans, mais en vrai, pour notre entourage proche et moins proche, il n'existe que pendant ces 2 semaines d'affichage, ces 2 semaines de promo. Donc il y a quelque chose d'ingrat et d'assez rigolo en même temps là-dedans. Donc non, c'était formidable. Et puis pour ce qui est du fait que maintenant c'est complètement terminé, moi ça me va très bien, ça me permet d'une part de me reposer, mais surtout de passer à autre chose. Eh bien écoute, on va pouvoir passer à la seconde partie, c'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Donc rien ne change, je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te reposais les questions demain, après-demain ou dans 6 mois pour ton prochain film, tes réponses pourraient être complètement différentes, il n'y aura aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi ? C'est bon, je vais essayer. Quel film te ramène directement en enfance ? Totoro, sans aucun doute. Ton film parfait, c'est quoi ? C'est quoi ton 10 sur 10 ? Je pense Memories of Murder. Ouais, Bong Joon-ho. Ouais. Dans 2 jours, il y a son nouveau film qui sort en France. Absolument, ouais. Je suis assez curieux d'aller voir tout ça. Une affiche qui t'aurait marqué ? Le Grand Bleu, Nikita, Besson, je crois, j'ai l'impression. Ouais, ces 2 affiches-là, beaucoup. Et si, je me souviens, il y avait Full Metal Jacket aussi. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film ? Oh, c'est assez régulier. Récemment, j'ai vu un film thaïlandais qui s'appelle Comment devenir riche avec grand-mère. Et c'est un film qui m'a accueilli. C'est l'histoire d'un jeune homme dont la grand-mère est malade, et lui et toute sa famille se rapprochent d'elle pour l'héritage. Et évidemment, dans ce rapprochement, finalement, il va y avoir un vrai rapprochement beaucoup plus profond que celui qui était prévu initialement. Et c'est un très beau film, on rit, on pleure tout le long du film, c'est très très beau. Si tu pouvais travailler avec un cinéaste ou une actrice ou un acteur, ce serait qui ? Il y en a plein. Cinéaste... David Fincher, vraiment j'aimerais voir comment il travaille. Martin Scorsese, Bong Joon-ho, évidemment. Ton dernier film vu au cinéma ? Le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'était 20 dieux. Ouais, Louise Courvoisier. Absolument, et j'ai adoré. Vraiment, j'ai trouvé le film ultra maîtrisé pour un premier film, hyper touchant. Non, vraiment très génial, touchant. récompensé au César vendredi soir. Tout à fait, à juste titre. Il y a quelques jours, alors on enregistre. À juste titre. Une bande originale qui t'aurait marqué.
Il y en a beaucoup, là aussi, je pense. Le Grand Bleu, je reviens dessus. Ta matière préférée à l'école, c'était quoi? Je crois que c'était le dessin. Ok, ça revient très souvent le dessin. C'est vrai? C'est marrant. Ah ouais, moi j'ai toujours aimé le dessin. Je pense que je me débrouillais à peu près correctement et donc du coup, c'était un espace dans lequel j'étais en confiance. Non, j'ai toujours aimé le dessin, j'ai bien aimé l'anglais. Et l'histoire, géo, je pense que ça m'intéressait aussi. On va changer d'univers, je vais t'amener dans le mien. Ton dernier repas, c'était quoi? Mon dernier repas, c'était hier soir et j'ai mangé, écoute, un curry japonais. Ok. Qu'est-ce qu'un curry japonais? Un curry japonais, c'est assez différent du curry thaï ou du curry indien. Ouais. Les épices sont pas les mêmes. C'est une base de riz et puis après dedans il y a légumes, carottes, pommes de terre, navets et voilà, ils se mélangent d'épices dans une espèce de sauce brune. Écoute, je t'invite à essayer. Eh ben écoute, avec grand plaisir. L'aliment ou le plat que tu n'aimes pas? Non, je mange à peu près tout. Je dois admettre que je n'ai pas mangé de choux de Bruxelles depuis des années. Ok. Et j'en ai pas gardé un bon souvenir, mais je suis certain que c'est parce que c'était les choux de Bruxelles de l'école et que... Ah, je pense, Voilà. je pense. Et je pense qu'il y aura une redécouverte, exactement. Plutôt thé, café ou chocolat? Plutôt chocolat. Ou thé. Non, Oh. plutôt thé. Ok. Petit déjeuner sucré ou salé? Alors, je prends rarement de petit déjeuner, figure-toi, mais quand j'en prends, c'est surtout du sucré. Et quand je dis du sucré, c'est un peu tartine, beurre salé. Donc, tu vois, on est un peu entre les deux. Mais je crois que j'aime beaucoup les petits déjeuners salés. On va pouvoir enchaîner avec la troisième partie. La partie 3, c'est l'instant rewind. Ma grange, putain de merde! Une voiture toute neuve avec toutes les options! Regardez ça, elle est niquée! Elle est complètement niquée! Oh! 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 C'est la grosse évolution de la saison. On avait discuté un petit peu par message pour préparer cette émission. Je t'avais demandé quels films t'ont marqué ou ont marqué ta cinéphilie. Je vais te laisser en parler après avoir écouté le premier extrait que je t'invite à lancer. Et attention là! Passez pas par là! Hey! Non mais arrêtez! Pas par là! Hey! Ah! Mais quel con! Il a même pas regardé où il allait! À quoi ça sert d'avoir des oreilles s'il n'écoute pas? Putain! Et tu pouvais pas surveiller, toi? Au lieu de rêvasser? Tiens, les voilà, cette bande de feignants! Alors, Memories of Murder. Bien sûr, Bong Joon-ho, on en parlait. Bong Joon-ho, tout à fait. Alors, je t'avoue que j'ai été un petit peu surpris au début parce que c'est la version française. Mais oui. C'est la version française. Effectivement, c'est mon film préféré, je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc pas de surprise. Et très bon choix parce que c'est-à-dire qu'on est dans un polar thriller noir. Et pourtant, cette séquence-là est pleine d'humour. On le voit qui marche à travers cette espèce de terrain vague. Il y a des enfants qui sont en train de jouer avec les preuves. Il vient d'avoir un meurtre et les enfants sont en train de jouer avec les preuves. Il y a un tracteur, un agriculteur au fond qui est en train de rouler avec son tracteur et qui va probablement effacer toutes les empreintes de pas qu'il y a sur la scène de crime. Et il y a un gars de la police qui arrive, qui se casse la figure sur une petite pente. Enfin, on est vraiment dans le chaos le plus total et c'est drôle quoi, cette séquence est profondément drôle alors qu'il se joue un drame énorme, donc c'est pour moi vraiment assez virtuose d'être capable comme ça de balader le spectateur entre différentes émotions, du rire, de la tension, de la peur. Je suis vraiment tellement admiratif de ce cinéma là, c'est très impressionnant. Je te laisse lancer le deuxième extrait. Cette moto a été conçue pour moi. C'est trop pour un morveux comme toi. Cette moto te concasserait comme une vulgaire olive, mon vieux. Je pourrais la conduire. Ne me fais pas rire. Va d'abord apprendre sur un tricycle. Akira. Mais incontournable ce film. Rien que d'écouter ce petit passage où je commence à entendre les percussions indonésiennes, mélanésiennes qui arrivent derrière là, ça me met déjà les frissons. J'ai vu Akira quand j'étais ado, je pense. J'avais pas lu le manga avant ça. Et je l'ai découvert je sais pas si c'était en DVD ou à la télé, mais voilà, sur un petit écran. Et j'avais pris une claque, mais monumentale, sur la puissance de ce film, la violence de ce film, l'horreur de ce film. Il y avait des séquences qui sont pour moi des séquences cauchemardesques, gore, qui m'ont marqué profondément à vie. Mais surtout, c'est ce sens du rythme, ce monde qu'il a créé, qui derrière a été maintes fois repris par d'autres directions artistiques à Hollywood, etc. Et non, pour moi, ce film est une
une perle, vraiment, c'est un bijou. Et je l'ai redécouvert, il est ressorti au cinéma il y a quelques années. Donc là, j'ai découvert en salle. Et j'ai pris une nouvelle claque parce que tout d'un coup au cinéma j'avais la puissance du son que je n'avais pas eu en DVD ou à la télévision et la puissance de l'absence du son, de silence pendant cette explosion nucléaire où tout d'un coup c'est un vide de son. C'est ultra saisissant et non, pour moi c'est vraiment chef-d'œuvre absolu ce film. Merveilleux. Je te laisse enchaîner avec le troisième extrait. Cire plus les chaussures, ça fait un bail que t'es parti, t'es peut-être pas au courant, peut-être qu'on a oublié de te le dire. C'est fini, cire plus les pompes. Relax, mec. Putain, c'est pas vrai. Je te casse un peu les couilles, mais c'est pas la mer à boire. On peut plus rigoler, nom de Dieu. Des fois, on a pas Tommy. l'impression que tu rigoles, tu sais, et en plus, il y a du monde autour, je te sais. Tommy, je te fais marcher. On fait la fête parce que je viens de rentrer à la maison. Ça fait une éternité que je t'ai pas vu. Je te casse un peu les couilles, bordel, et tu démarres au quart de tour. Excuse-moi, mais pas te manquer de respect. Ouais, bon, ça va, ça rancule. Moi aussi, je m'excuse. Bon, salut. Les Affranchis, Scorsese, et notamment cette séquence-là qui est terrifiante, avec Joe Pesci, qui est pour moi l'exemple précis que aux États-Unis, il y a la culture des seconds rôles, qui sont des seconds rôles, mais qui ont l'ampleur et la carrure des premiers rôles sans aucun problème. Je trouve que c'est une des choses qui manque un peu en France. Nos seconds rôles, je trouve, sont moins bien écrits, ils sont plus fragiles. Chaque second rôle a une vie complète, a un passé, etc. Et ensuite, l'interprétation est incroyable. Cette séquence où Joe Pesci, qui est un peu le souffre-douleur, un peu le clown de ce groupe de mafieux, et tout d'un coup, tu sens qu'il en a ras-le-bol et que là, il est en train de passer un cap et qu'il va devenir agressif et violent. T'es sur une tension mais énorme à ce moment-là. Et non, et ce film Les Affranchis, pour moi, ouais, c'est pareil, c'est une référence, c'est un film qui m'a profondément marqué quand j'étais plus jeune. Cette voix off, je déteste les voix off, et cette voix off pourtant elle fonctionne, elle me transporte, elle est drôle, elle est en décalé par rapport à ce que je vois à l'image. Et ouais, et puis trop de style, quoi. Vraiment un film bourré de style, bourré et d'élégance aussi. Donc non, Les Affranchis, pour moi, c'est une vraie référence. Ouais. Mais ouais, Martin Scorsese, évidemment. Extrait sûr. Marie? Marianne, j'ai pas arrêté de penser à toi. Ça va bien? Tu reviens quand? Bientôt. Mais quand? Requiem for a Dream, je dois admettre que c'est un film que j'ai vu une fois et que je ne reverrai sûrement pas, mais qui m'a profondément marqué. Vraiment, ça a laissé une cicatrice très profonde. Et pour moi, surtout, la première fois que j'ai réalisé à quel point un film pouvait bel et bien changer la vie des gens et avoir un impact sur la vie des gens. C'est-à-dire que à cause ou grâce à ce film, je me suis toujours tenu vraiment à l'écart de la drogue. Vraiment, pour moi, ça a eu un profond impact sur ma vie. Parce que ça m'a terrifié, cette descente aux enfers. Je l'ai trouvé sensoriel, je l'ai trouvé émotionnel, enfin organique, vraiment. Tout au long du film, et ouais, pour moi ça a marché. Enfin, ils auraient pu faire une campagne d'État de prévention contre la drogue, ça n'aurait pas fonctionné autant que ce film-là. Et donc, ce qui m'a fasciné vraiment, encore une fois, c'est ce pouvoir qu'a le cinéma, l'air de rien, d'impacter nos vies. Gypsy Danger, secteur 08, niveau A842. Kaiju, nom de code, 7 tranchante, catégorie 3. 8700 tonnes. Oh, Yancy, réveille-toi, ça bouge sur la brèche. Allez, debout. Dépêche, c'est nous qu'on envoie. Ouais. Bonjour. Bonjour. Le kaiju, c'est un catégorie 3. Le plus gros jusqu'à maintenant. Nom de code, tête tranchant. Quelle heure il est? 2 heures. Du matin. Exactement. Qu'est-ce que t'en penses? On s'en fait un 5e? Et bah alors, Pacific Rim. Guillermo del Toro. Bah oui, enfin c'est un film qui, pareil, je l'ai vu au cinéma. Et je l'ai vu, je pense que je sais plus quand c'est sorti, mais il y a peut-être 10 ans, 15 ans, je dirais. Oh oui, facile, ouais, ça doit être 2013, ouais. En tout cas, j'étais un adulte quand je l'ai vu. Et ben, dans la salle, j'étais un gamin de 12 ans au cinéma, à regarder des robots géants qui tapent des monstres géants dans la baie de Hong Kong. Et ce film, ouais, m'a profondément
c'était le pur divertissement. J'étais comme un enfant, j'avais un sourire jusqu'aux oreilles pendant tout le film. J'étais scotché à mon siège en voyant que le robot, il prenait un paquebot pour taper sur le monstre. Euh, et aussi, enfin, voilà, encore une fois, je pense que j'ai des goûts très ouverts et je peux vraiment passer d'un film très sombre, très noir, très intimiste à un gros blockbuster américain parce que je trouve que tous ces cinémas touchent toutes les audiences, tous les publics. Et je trouve ça formidable de pouvoir voyager avec les films et de justement d'un film à l'autre d'être dans des tonalités, des mondes complètement différents. Et Pacific Rim, ouais, pour moi c'est le divertissement par excellence. Et je pense que le cinéma c'est ça aussi. On n'est pas toujours en train de faire des introspections, de s'auto-analyser. C'est aussi un moment où on déconnecte d'une certaine manière et on découvre des mondes qui n'existent pas et dans lesquels on nous plonge et dans lesquels on est immergé et c'est formidable, c'est formidable. Complètement, et moi c'est tout ce que j'aime dans le cinéma en fait, c'est que je vais vibrer au mois de mai parce qu'il y a le prochain Mission Impossible qui sort et je sais très bien que dans l'année je vais découvrir une toute petite pépite de Cannes qui est un cinéma iranien, etc., qui est un film presque complètement illégal, tu vois, qui sort, et être bouleversé par les deux et être happé par les deux mondes qui ont strictement rien à voir, mais c'est tellement bon. C'est ça qui est formidable, il y a autant de films que de réalisateurs, réalisatrices, et tellement de visions, j'ai l'impression que c'est un puits sans fond, intarissable, c'est formidable. Non, c'est magique, c'est magique. C'est ça, complètement. Et que je te laisse lancer le dernier extrait. Extrait numéro 6. Oh merde, il faut le descendre. Tu vas y passer, salope. Non, il faut le ramener. C'est eux qui ont coupé. Comment ça, ils ont coupé? Comment est-ce qu'ils couperaient la lumière? Enfin, c'est des animaux. Ah bah Aliens 2, ah bah ça, tu vois, typiquement pour moi, c'est un film que je regarde, je pense, 1 à 2 fois par an. Vraiment. C'est mon plaisir de cinéma. Vraiment, je l'adore, tout l'univers de James Cameron avec toute cette technologie qu'il a inventée, les petits robots, les exosquelettes, ces espèces de mitraillettes steadicam là. Vraiment, il y a tout un univers qui crée et qui me fascine. Et puis voilà, l'univers d'Alien, moi je le trouve formidable. J'ai adoré le premier, évidemment. J'ai cette espèce de slasher huis clos extraordinaire. Mais alors ce qu'en a fait James Cameron avec Alien 2, pareil, pour moi c'est des purs moments de cinéma où on vit des moments d'émotion ultra forts, de tension ultra forte. Et non, pour moi c'est des souvenirs de cinéma d'enfants, en tout cas d'ados. Qui resteront à jamais avec moi. Bon, après peut-être parce que je le regarde aussi 2 fois par an. mais non, mais je pense que c'est ce qui moi m'a donné envie de faire du cinéma, c'est ces films-là. Alors bizarrement, je me retrouve à faire des films très intimistes, beaucoup plus posés peut-être. Mais c'est des films qui m'ont donné envie de faire du cinéma. Et Aliens, et notamment cette séquence, ça y est, je m'en rappelle. Pareil, on joue encore avec ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire qu'on entend, on voit les capteurs, c'est des petits points lumineux sur cette espèce de détecteur de mouvement. On regarde autour de nous, on ne voit pas les bêtes, et pourtant la tension est à son paroxysme. C'est encore une fois, c'est le cinéma, c'est la magie du cinéma, c'est exceptionnel. Ça me transporte. Je sais pas si t'avais vu le tout dernier Alien Romulus qui est sorti l'été dernier. Je l'ai vu. Absolument. T'en as pensé quoi? Écoute, moi j'ai aimé, moi. Ouais, moi aussi. J'ai aimé, j'ai retrouvé justement chacune des séquences, ils ont poussé au maximum qu'est-ce qui pourrait être chiant pour nos personnages, qu'est-ce qui pourrait être galère. Et je veux pas spoiler, mais vraiment à chaque fois ils ont tiré le fil à fond, tu vois. Il y a toute une séquence avec une lutte avec des aliens qui est en apesanteur. Évidemment, tout est galère. Et sauf que on n'imagine pas que ça puisse être plus galère, et pourtant ça devient encore plus galère, et encore plus galère. Il y a à chaque fois, ils ont tiré le truc jusqu'au bout, et j'ai trouvé ça super. Après, je trouve que voilà, on sent qu'on est allé chercher une cible un petit peu plus jeune. Je comprends qu'il y ait plein d'écueils et qu'on puisse lui reprocher plein de choses, mais moi globalement j'ai passé un très bon moment au cinéma. Place à la 4e partie, c'est l'heure de l'instant jeu. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais.
Alors on va jouer un véritable jeu, j'ai aucun mérite puis j'utilise un véritable jeu de cartes, ça s'appelle Focult. Le but est super simple, enfin les règles en tout cas le sont. Je vais te lire de véritables critiques de films qui fustigent les films. C'est horrible, c'est ignoble, mais le but c'est de retrouver de quel film ça parle. Okay. Pour t'aider, on y va par ordre de chronologie des films. On part des années 80 pour s'arrêter en 2002. Personnellement, je n'ai jamais accroché au concept du gentil professeur qui à ses heures déglingue des vestiges et pille les trésors du tiers-monde pour remplir les musées de l'État américain. Indiana Jones. Ouais, Indiana Jones de 81. 80, ok. Ça va, il était facile. Ouais, un point, l'honneur est sauf. Comment résumer ce film lourdingue avec une image ? Asseyez-vous et demandez à quelqu'un de gueuler « La drogue, c'est de la merde » dans un mégaphone à 30 cm de vous et pendant 2 heures. Requiem for a Dream. Bien sûr. Et ben voilà, moi ça a fonctionné. 2 sur 2, peut-être le grand chelem. La 3e. Encore une chialerie de bas niveau, il y en a marre. Seuls les morceaux de piano valent le coup dans ce film à clichés. Un film de 2002 dont l'acteur principal fait l'actualité à l'heure où on enregistre. Donc le pianiste. Bien sûr. Avec Adrien Brody. Écoute, je l'ai pas vu. Ouais, bah moi non plus. Je l'ai pas vu. Donc je me doutais que c'était ça, effectivement, mais je ne l'ai pas vu. Donc ouais, il faut que je rattrape là-dessus. Ouais, complètement, avec de Brutaliste aussi. Faut que absolument, j'arrive ouais, à me j'ai faire pas les vu deux. non plus, il faut que j'y aille, ouais. Ouais. Enfin, il faut que je trouve le temps d'y aller parce ouais, que c'est ça, j'ai 3 heures. comprendre que c'était costaud. ouais. Eh ben écoute, 3 sur 3, le grand chelem, bien joué à toi. Non, je l'ai pas. Ah si, le pianiste, c'est vrai que je l'ai trouvé sans l'avoir vu. Effectivement, t'as raison. Eh ben écoute, il est déjà l'heure de se quitter. On passe à l'ultime partie. C'est l'heure de l'instant remerciement. Merci. Merci. Faut goûter. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025 ? Que mon second film se fasse, éventuellement. Ouais, carrément. On croise les doigts pour toi. Est-ce que tu aurais une petite recommandation, quelque chose que tu aurais lu, vu, joué ? Bonne question. Oui. J'ai vu une série sur Canal+ qui s'appelle Families Like Ours, série de Thomas Winterberg sur la fermeture de la Finlande. Ouais. Tout simplement. Et ce film, cette espèce de dystopie qui n'est pas du tout une dystopie, malheureusement, au final, on n'est pas loin. J'ai trouvé ça formidable parce que ça parle. Il y a des enjeux d'un blockbuster et c'est traité comme un film social, mais très très fin, très humain aussi. Donc oui, j'ai beaucoup aimé. Parfait. Koya, j'ai donc une surprise pour toi. Tu l'attends depuis le début de l'entrevue. Complètement. J'ai un message d'une personne que tu connais, que tu apprécies même. Enfin, normalement, si j'ai bien fait mon travail, logiquement. Écoute, je te laisse une nouvelle fois ouvrir le fichier, le tout dernier fichier que tu viens de recevoir. J'ouvre. Hello Koya, c'est Bella. Je suis très heureuse de te laisser ce message vocal. En fait, ça m'a pris pas mal de temps pour ranger mes idées. Parce que, comme d'habitude, en fait, j'ai beaucoup de choses à te dire. Mais comme je te dis tout le temps, merci beaucoup. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir interprété Sura dans notre film Hiver à Sokcho et d'avoir fait partie de ton univers. Merci beaucoup de m'avoir permis d'entrer dans le monde du cinéma. Tout a commencé grâce à toi, tu sais. Et merci de m'avoir fait confiance à fond, même si je n'avais jamais joué auparavant, mais depuis le début, tu as toujours été très, très à l'écoute. C'est vraiment touchant. Et je pense de temps en temps à notre tournage. Il faisait vraiment froid, mais l'ambiance sur le plateau était vraiment chaleureuse. Tout le monde était très passionné et heureux. Et je sais que tout était grâce à toi. Tu étais au centre de l'équipe et je voyais bien à quel point tu gérais et embrassais toute l'équipe au-delà de la barrière de la langue. Et je suis vraiment chanceuse d'avoir vécu cette expérience avec vous tous et avec toi. 本当にありがとうございます. 감사합니다. Merci beaucoup. Ciao, à bientôt. Bella Kim.
Je m'y attendais pas du tout, j'avoue. Et c'est marrant parce qu'elle me remercie beaucoup, mais vraiment, moi, c'est moi qui la remercie. Elle dit que c'est grâce à moi, pas du tout. Elle a fait, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, elle a abattu un travail colossal. Elle partait de très loin, encore une fois. Elle n'avait jamais rien fait, elle n'avait jamais rien tourné. Et je trouve qu'elle crève l'écran. Et ça, contrairement à ce qu'elle dit, c'est vraiment grâce à elle. Elle s'est investie à 200% dans ce rôle. Elle a travaillé énormément. J'ai vu ses notes, ses carnets remplis d'annotations. Je l'ai vu cuisiner dans sa chambre d'hôtel pour apprendre à faire la découpe rapide du poulpe, etc. Elle a surmonté son vertige pour aller tourner dans cette cabine de téléphérique et en haut de cette montagne. Elle a passé sa inquiétude de conduire pour conduire une voiture avec Rochdi à côté d'elle. Non, franchement, c'est elle que je remercie infiniment. Ben voilà, quand je l'ai contactée, elle a tout de suite accepté de te laisser ce message avec un immense plaisir. Ça fait de très longues semaines que le message est enregistré, donc je la remercie infiniment pour son passage sur le podcast. Koya, merci pour ton temps, merci pour ton investissement, merci de t'être prêté au jeu, malgré les conditions compliquées de cette entrevue. C'était très bien. Non, c'était très sympa et ça change des interviews plus standards. C'était très ludique, très cool. Donc merci à toi pour ce bon moment. Avec grand plaisir, je te souhaite le meilleur, bonne continuation et puis je l'espère à très vite. Merci beaucoup. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.